Le titre que j'ai choisi est un peu provocateur et je l'ai choisi, bon, à la fois pour susciter un sourire et j'avoue peut-être un peu de curiosité. Mais derrière cette petite blague, il y a une hypothèse beaucoup plus sérieuse que je voudrais défendre aujourd'hui. En fait, je souhaiterais montrer que Saint-Simon distingue en réalité deux plans dans sa manière de traiter des femmes royales. D'une part, le jugement moral qui est porté sur les comportements féminins, et d'autre part, la reconnaissance d'une agentivité politique des femmes dans les maisons aristocratiques, puisqu'elles fonctionnent selon une logique qui est largement cognatique. Ne vous inquiétez pas, je reprendrai ces termes après. Et c'est ces deux plans qui expliquent en fait le positionnement qui a parfois été perçu comme paradoxal chez Saint-Simon, comme l'a rappelé Annabelle Boileau dans son introduction. Il a souvent été lu comme un observateur sévère des femmes de la cour, dont les jugements ont pu être interprétés comme relevant d'une forme de misogynie, notamment dans une historiographie qui était attentive à la critique morale des mœurs curiales. Et à contrario, il y a eu aussi des relectures littéraires qui l'ont vu comme un féministe de la première heure, à l'instar d'Anka Mushten, qui a également été cité par Annabelle. Mais ces lectures, elles restent largement marquées par les cadres interprétatifs de l'historiographie du genre des années 70 et 80. Les renouvellements un peu plus récents de l'histoire des femmes et du genre, mais aussi de l'histoire de la parenté, invitent à reconsidérer la question. Donc vous avez des travaux récents sur les logiques de maison et sur la parenté aristocratique, comme ceux de Anita Guerreau-Jalabert pour la période médiévale, ou Elie Haddad pour la période moderne, qui ont montré que le pouvoir nobiliaire ne s'exerce pas uniquement selon une lignée agnatique masculine, mais selon des configurations familiales beaucoup plus complexes, dans lesquelles les femmes jouent un rôle central. Et dans cette perspective, Saint-Simon finalement apparaît moins comme une exception que comme le produit d'une culture aristocratique européenne d'Ancien Régime. Ces mémoires ne témoignent pas d'un refus du pouvoir féminin, ils révèlent au contraire une compréhension très nette du fonctionnement cognatique des maisons aristocratiques et royales, dans lesquelles les femmes occupent une place forcément structurante. Dans le cadre de ma communication, je vais laisser de côté les figures que sont Marie-Thérèse d'Autriche et Marie-Anne de Bavière, non pas parce qu'elles n'ont pas un intérêt, mais parce qu'elles relèvent de chez Saint-Simon d'un savoir qui est largement indirect. Il ne les a pas réellement connues et il les appréhende surtout à travers des discours qui lui sont rapportés, des réputations de cour et des reconstructions a posteriori. Donc leur étude serait moins opératoire pour une analyse des catégories de perception que je souhaite faire à partir de l'expérience curiale vécue par le duc lui-même. Donc pour examiner cette tension entre reconnaissance de l'agentivité féminine et condamnation morale de certaines pratiques chez le mémorialiste, je proposerai d'abord de revenir sur la manière dont Saint-Simon pense la maison aristocratique comme une unité politique, avant d'examiner les attentes genrées qu'il formule à l'égard des femmes, puis la construction mémorialiste de la figure de l'intrigante, et je vais m'intéresser plus particulièrement du coup aux figures des femmes de la maison royale pour faire cela. Tout va bien? Je parle pas trop vite? Okay, super. Donc comme vous l'avez compris, à mon sens, pour comprendre la place des femmes chez Saint-Simon, il faut partir d'un point essentiel. Dans la culture aristocratique d'Ancien Régime, l'unité politique de base n'est pas l'individu, mais la maison. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas seulement tel ou tel acteur pris isolément, mais un ensemble plus large qui associe un nom, un rang, des biens, des droits, des alliances et des clientèles. Et en plus de cela, il s'agit de conserver et de transmettre, voire d'accroître, si possible, ce patrimoine ou matrimoine. Donc, dans cette logique, la maison n'est pas une simple réalité domestique ou familiale, c'est une véritable structure politique. Elle organise la perpétuation d'une position sociale et d'une puissance. Et c'est
D'ailleurs, pourquoi les alliances matrimoniales y occupent une place si importante, comme l'avait montré aussi Flavie Leroux ce matin avec les alliances des filles Saint-Simon. Donc, le mariage ne relève pas seulement de l'ordre privé, ni même de la stratégie diplomatique au sens étroit. C'est un des instruments centraux de la reproduction de la maison, parce qu'il permet de faire circuler du prestige, des droits, des prétentions, des biens et des réseaux. Donc, à partir de là, un deuxième point paraît décisif. Cette logique de maison ne peut pas être strictement agnatique, c'est-à-dire uniquement reliée aux hommes. Elle est pour une large part cognatique. Donc, ça veut dire que les liens utiles à la perpétuation de la puissance ne passent pas uniquement par les hommes, ni même par la seule lignée paternelle. Elles passent aussi par les femmes, par les lignées maternelles, par les sœurs, les filles, les nièces et parfois les veuves. Donc les alliances et les proximités généalogiques et les expériences successorales se construisent dans un espace de parenté beaucoup plus large qu'une stricte filiation masculine. Et c'est ce que montrent très bien les stratégies matrimoniales des dynasties européennes à l'époque moderne. Les princesses ne sont en réalité jamais des figures secondaires ou interchangeables. Leur valeur politique est au contraire soigneusement appréciée. Elles dépendent de leur rang, de leur position dans la fratrie, de la proximité avec la lignée souveraine, du montant de leurs dots, de la qualité de droits qu'elles peuvent véhiculer, et plus largement du capital symbolique qu'elles apportent dans l'alliance. Donc je m'explique. Marier une fille aînée, une sœur de roi, une nièce de France ou une veuve bien placée n'engage pas les mêmes enjeux. Dans un tel système, je le rappelle, les individus sont moins pensés comme des personnes isolées que comme des vecteurs temporaires de droits, de biens, de rang et d'alliances. Et ça vaut aussi pour les hommes. Petit aparté. Donc, dans ce cadre-là, les femmes ne sont pas extérieures à l'économie politique de la parenté, elles sont au contraire forcément l'un des rouages essentiels. Et c'est précisément ça, je le répète, qui me semble permettre de mieux comprendre Saint-Simon. Lorsqu'il reconnaît aux femmes un rôle réel dans la conduite des intérêts familiaux, il ne fait pas exception à son temps et il ne rompt pas avec la culture aristocratique dans laquelle il s'inscrit. S'il accorde tant d'attention aux femmes, c'est parce qu'il pense le pouvoir à l'échelle de la maison et non à celle d'un individu et encore moins uniquement masculin. Donc, autrement dit, chez lui, reconnaître la capacité d'action politique des femmes ne relève nullement d'une forme de modernité inattendue de sa part. C'est la conséquence juste d'une vision du monde nobiliaire dans laquelle la perpétuation de la maison repose sur des circulations complexes de biens. Donc, dès lors, le paradoxe, en fait, n'est qu'apparent. Saint-Simon peut tout à fait reconnaître cette capacité d'action féminine, tout en formulant par ailleurs des jugements très sévères sur certains comportements. C'est pas l'existence même d'une autorité féminine qui lui pose problème, ce sont les formes qu'il juge illégitimes, excessives ou moralement condamnables de son exercice. Pardon. Et donc, la capacité d'action des femmes chez Saint-Simon se donne à voir avec une intensité particulière dans le cadre de la famille royale. Pourquoi ? Parce que la maison du roi ne constitue pas seulement la première des maisons du royaume, elle est aussi celle dans laquelle les mécanismes de parenté, de représentation, se trouvent portés à leur plus haut degré de visibilité politique. Déjà, dans une maison aristocratique ordinaire, si on peut qualifier ça d'ordinaire, les femmes participent déjà à la transmission des biens, du rang, des alliances et du prestige. Mais dans la famille royale, cette fonction change d'échelle. Les filles, sœurs, nièces ou cousines du souverain ne sont pas seulement des parentes utiles à la continuité d'une maison. Elles sont les instruments de politique dynastique, de négociation entre puissances et de représentation même de la souveraineté. C'est ce qui explique bien sûr l'importance politique des filles légitimes du souverain. Évidemment, je ne vais pas prétendre le contraire, dans une monarchie à inflexion masculine comme la France, un fils sera toujours préféré pour la succession, c'est pas ce que j'essaye de dire, mais
cette préférence ne signifie pas que les filles sont négligeables. C'est juste qu'elles remplissent une autre fonction pour le souverain qui est tout aussi essentielle. Elles permettent de fabriquer l'alliance et elles participent à une circulation des biens matériels et culturels à l'échelle européenne. En ce sens, elles ne sont donc pas des enfants décevants par nature, elles sont des ressources politiques spécifiques dont la valeur apparaît dès lors que l'on pense le pouvoir, encore une fois, à l'échelle de la maison. Et cela explique par ailleurs qu'en l'absence de filles à marier, les souverains vont mobiliser d'autres femmes de leur parenté, en France comme ailleurs. Et ce déplacement est historiquement très révélateur. Vous avez le cas de Louis XIV, qui n'a pas eu pas de filles légitimes qui ont survécu à la petite enfance. Et donc, il va faire appel à ses cousines, notamment à Marie-Louise d'Orléans. Autrement dit, pour pouvoir former les alliances, la fonction dynastique de la fille ne va pas disparaître parce qu'il n'en a pas, elle va juste se reporter sur d'autres parentes féminines. Ça montre encore une fois que dans la logique de la maison, ce qui compte n'est pas la filiation forcément directe, mais l'ensemble du réseau cognatique disponible autour du souverain. Et donc, du coup, elle peut faire l'objet d'ajustements constants, y compris sur le plan symbolique. Pour reprendre l'exemple de Marie-Louise, une nièce peut, selon les besoins politiques, être traitée discursivement presque comme une fille. Comme vous voyez, là, je vous ai mis l'extrait. Dans son contrat de mariage, il précise bien que qu'elle la considérait presque comme sa propre fille. Et pourquoi c'est intéressant dans ce cas-là ? C'est que ça permet de rehausser symboliquement le rang de la promise, de compenser l'absence d'une fille légitime de Louis XIV et d'ajuster la valeur dynastique de l'alliance au prestige du souverain espagnol. Et ce glissement terminologique est vraiment pas fait par hasard, et je vous en parle parce que il faut savoir que les sœurs de la reine d'Espagne, Anne-Marie et Élisabeth Charlotte d'Orléans, n'ont pas le droit à la même formulation dans leur contrat de mariage. Donc c'est pas parce qu'elle est nièce du roi qu'il dit qu'elle est comme sa fille. Parce que pour ses autres nièces, il ne les qualifie pas comme ça. Donc, cet exemple nous montre que la parenté féminine n'est pas une donnée fixe, mais une ressource politiquement reconfigurable. Et c'est dans ce sens-là que je pense que la famille royale constitue un observatoire privilégié du fameux fonctionnement cognatique de la maison de l'époque moderne. Elle rend visible, jusque dans ses manipulations rhétoriques, la centralité politique des femmes. On y voit vraiment avec une netteté particulière que les femmes sont pensées comme porteuses de rang, de sang, de droits éventuels et vectrices d'alliance et de grandeur. Par contre, leur place, comme je répète, dans la fratrie, leur proximité avec la lignée souveraine, le montant de leurs dettes et les formes de leur présentation font l'objet d'une hiérarchie quand même extrêmement fine. Une fille aînée, une cadette, une sœur de roi ou une nièce ne valent pas politiquement la même chose, comme je l'ai dit auparavant, mais elles participent tous, comme on l'a vu avec Marie-Louise, de la circulation de la puissance dynastique. Dès lors, ça y est, je vais enfin parler de Saint-Simon. L'attention que porte Saint-Simon aux femmes de la famille royale ne relève pas d'un intérêt accessoire pour les coulisses. Elle tient à ce que ces figures se situent en fait au point d'articulation entre parenté, souveraineté et système curial. Encore une fois, ça démontre une compréhension très nette du mémorialiste de la centralité politique de ces figures dans l'économie de la monarchie. Et si elles retiennent son attention, c'est bien pour cela. Donc ça y est, maintenant que je vous ai bien posé le cadre des maisons royales et maisons cognatiques, on va passer à une analyse plus centrée sur Saint-Simon lui-même. Parce que le but de cette longue digression, c'était de replacer les mémoires dans le cadre d'une analyse en termes de maison, comme vous l'avez compris, et pour que les jugements portés par Saint-Simon sur les femmes cessent d'apparaître comme l'expression d'une misogynie qui serait diffuse, mais relèverait plutôt, à mon sens, d'un régime plus structuré de qualification des conduites par le mémorialiste. Les femmes ne sont pas disqualifiées en tant qu'actrices, elles sont intégrées de plein droit
dans les circuits de l'action aristocratique, qu'il s'agisse de la gestion des intérêts des maisons, de la médiation curiale ou de la participation au réseau d'influence. Ce qui fait l'objet d'une évaluation de la part du duc, ce ne sont pas les positions occupées, mais les manières de les tenir. Donc, autrement dit, les jugements de Saint-Simon ils relèvent moins d'une opposition entre masculin et féminin que d'une opposition entre formes légitimes et illégitimes de l'exercice de l'agentivité. On a pour ça l'exemple, c'est dommage du coup que l'intervenante suivante n'est pas là, mais je vais parler de Madame la Princesse. Et c'est assez révélateur quand il en parle au moment des conflits successoraux qui suivent la mort du prince de Condé, puisqu'il y a un procès qui a lieu concernant la succession du prince, qui, pour Saint-Simon, aurait pu être évité si la princesse était capable de mener les affaires, mais, je cite, « peu secourue de lumière et de fermeté, elle échoua à mettre la paix dans sa famille ». Donc cette remarque, elle est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, on voit que le duc, il attend de la princesse une compétence politique définie par sa capacité à stabiliser les rapports internes de la maison. Ce passage laisse également voir que la direction des affaires familiales est pensée en fonction d'une position occupée dans la maison et des compétences qui lui sont associées, bien davantage qu'en fonction d'une exclusion de principe liée au sexe. Enfin, cela montre ce qui a été discuté depuis le début de cette communication. Son jugement sévère est lié non à la nature féminine de la princesse, mais à son incapacité personnelle à tenir son rôle de dirigeante familiale. C'est donc son caractère et non son genre qui est remis en cause. Un autre exemple de cela, c'est l'épisode des négociations autour du mariage du duc de Berry, qui est particulièrement important dans la vie du duc de Saint-Simon. Cette période met en évidence une configuration dans laquelle les femmes interviennent comme relais médiatrices et opératrices d'influence. Encore une fois, leur présence dans ces dispositifs ne fait l'objet d'aucune contestation de principe de la part du mémorialiste. Elle relève d'un mode ordinaire de circulation du pouvoir à la cour. Ça ne veut pas dire que Saint-Simon ne juge pas l'intervention de certaines femmes dans ce qu'il appelle les cabales, mais assez peu étonnamment, ce sont souvent des opposantes aux intérêts du duc, donc je laisse de côté ces jugements de valeur. Ce qui est intéressant, c'est comment il voit les femmes qui sont dans son groupe d'influence, ce qui m'intéresse ici en tout cas. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que le mémorialiste qu'il évalue, c'est plus souvent la capacité de l'actrice à inscrire son intervention dans une stratégie cohérente et orientée vers les intérêts de la maison. Donc par exemple, je reviens, dans le cadre des négociations du mariage de Saint-Simon, du duc de Berry, Saint-Simon va reprocher à la duchesse de Bourgogne, non pas d'agir, mais de ne pas soutenir suffisamment l'action attendue d'elle, parce qu'elle se laisse détourner par le futile et l'amusement du courant des journées. Encore une fois, l'expression, du coup, elle ne condamne pas une présence féminine dans les affaires, mais signale un défaut d'ajustement entre position occupée et usage de cette position. Et c'est d'ailleurs confirmé par le long portrait qu'il consacre à la duchesse de Bourgogne. Encore une fois, il insiste moins sur une incapacité abstraite et généralisée à la totalité du sexe féminin que sur une faiblesse de tenue et une perméabilité excessive à son entourage de la part de la duchesse de Bourgogne. Je vous lis un petit extrait du coup de ce portrait. Son amitié suivait son commerce, son amusement, son habitude, son besoin. Je n'en ai guère vu que Madame de Saint-Simon d'excepter, comme d'habitude. Elle-même l'avouait avec une grâce et une naïveté qui rendaient cet étrange défaut presque supportable en elle. Elle voulait, comme on l'a dit, plaire à tout le monde, mais elle ne put défendre que quelques-uns ne le plussent aussi. La facilité naturelle de la princesse se laissait conformer aux personnes qui lui étaient les plus familières.
C'est donc son défaut de gouvernement qui est incompatible avec la position stratégique qu'elle occupe à la cour que le duc lui reproche. Et cette vision de la duchesse qu'il a, je vous en parle d'autant plus qu'elle est importante dans le cadre de notre analyse ici, que c'est par cette incapacité à se gouverner que Saint-Simon justifie sa propre intervention dans les négociations du mariage du petit-fils du roi. Il contribue en fait à mettre en place autour de la duchesse un groupe d'influence, largement féminin d'ailleurs, afin d'orienter la négociation en faveur du mariage de Mademoiselle d'Orléans avec le duc de Berry. En faisant ça, il reconnaît non seulement l'efficacité politique des médiations féminines, mais il les mobilise lui-même comme ressource d'action dans une stratégie où se nouent intérêt de maison et intérêt de position, mais aussi insertion curielle. Puisque, on n'oublie pas, cette opération en fait renforce sa position à la cour, comme on l'a dit ce matin, notamment en permettant l'accès à la duchesse de Saint-Simon à la maison de la nouvelle duchesse, qui fait de lui l'époux de la dame d'honneur de la duchesse de Berry. C'est également dans ce cadre de tension entre jugement moral singulier et agentivité féminine reconnue qu'il faut, à mon sens, aborder la figure de l'intrigante qui est si fréquemment mobilisée dans les mémoires de Saint-Simon. Celle-ci ne renvoie pas à une catégorie sociale objectivable, mais à une catégorie indigène mobilisée par le mémorialiste pour qualifier certaines formes d'intervention dans les circuits de la faveur. D'ailleurs, Saint-Simon insiste lui-même sur la centralité de ce qu'il désigne comme la mécanique des souverains, donc la faveur, c'est-à-dire l'ensemble des relations interpersonnelles, des médiations et des influences qui structurent l'exercice du pouvoir. Sur ce point, il nous dit « Rien n'influence tant sur le grand et sur le petit que cette mécanique des souverains. C'est ce qu'une expérience continuelle apprend à ceux qui sont initiés dans l'intérieur par la faveur ou les affaires, et à ceux des dehors assez en confiance avec ces initiés pour qu'ils leur en parlent librement. Je dirais en passant par l'expérience que j'ai faite, 20 ans durant et plus, en l'une et l'autre manière, que cette connaissance est une des meilleures clés de toutes les autres, et qu'elle manque toujours aux histoires, souvent aux mémoires, dont les plus intéressants et les plus instructifs le seraient bien davantage s'ils avaient moins négligé cette partie que qui n'en connaît pas le prix regarde comme une bagatelle indigne d'entrer dans le récit. » Donc ce passage est absolument décisif en ce qu'il affirme qu'il faut intégrer ces dimensions informelles à l'analyse politique. Et or, ces espaces de médiation ne sont pas sexués en eux-mêmes. Les femmes y participent au même titre que les hommes. Voilà. Et cette attention aussi aux médiations informelles n'est pas propre à Saint-Simon. C'est pas une originalité là pour le coup, puisque les correspondances diplomatiques en général accordent une place soutenue aux acteurs situés à proximité du souverain. Donc favoris, maîtresses, parentes ou confidents, qui sont tous envisagés comme autant de points d'accès au pouvoir. Et ça, qu'il s'agisse de Saint-Maurice à la cour de Louis XIV ou du marquis de Nointel à Constantinople. Et comme tout discours de cour, par contre, l'écriture saint-simonienne n'échappe évidemment pas aux effets de position. Les qualifications qu'il produit sont inséparables des intérêts, des alliances et de la perception du mémorialiste lui-même. Donc, dans cette perspective, la catégorie d'intrigante qu'il crée fonctionne comme un opérateur de classement moral et relationnel qui est vraiment spécifique au duc. Elle permet de dénoncer non pas l'existence d'une agentivité féminine, mais certaines formes seulement de cette dernière qui sont perçues comme excédant les cadres légitimes de l'action aristocratique, selon, encore une fois, Saint-Simon et ses intérêts. Et c'est pour ça que le cas de Madame de Maintenon est emblématique encore ici. D'abord, on remarque quand même que l'hostilité de Saint-Simon à son égard n'efface quand même jamais complètement la reconnaissance de ses qualités propres.
Il lui attribue ainsi beaucoup d'esprit, une grâce incomparable, un langage doux et juste, et naturellement éloquent et court. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas les qualités de la marquise, ce n'est pas la réalité de son influence, que Saint-Simon reconnaît pleinement, mais sa traduction en termes de légitimité sociale et politique. Cette coexistence entre l'admiration et l'adversion est encore une fois décisive. Elle montre que le problème n'est pas que la femme exerce l'influence, mais que l'influence spécifique de l'épouse morganatique du roi prend une forme socialement et symboliquement insupportable à ses yeux. C'est pour ça aussi que le parallèle avec la princesse des oursins est intéressant, puisqu'elle peut faire l'objet d'une appréciation qu'on peut qualifier d'un peu plus positive, puisque Saint-Simon lui reconnaît une capacité à structurer efficacement les réseaux de pouvoir. Donc c'est bien les régimes de visibilité, de légitimité et d'inscription sociale de l'influence féminine que Saint-Simon critique. Merci. Alors, cette différence de traitement interdit donc de rabattre son discours sur une simple hostilité aux femmes influentes. Ce qu'il hiérarchise, c'est les formes d'intervention. Et à l'extrême opposé de sa vision des intrigantes, on peut retrouver les reines anglaises, où au contraire son registre d'écriture peut basculer vers une forme de valorisation quasi hagiographique, centrée sur les vertus de constance, de piété et de maîtrise de soi. Son portrait de Marie de Modène est particulièrement révélateur à ce niveau-là. Saint-Simon, il y accumule les marques de piété, de constance, de dignité et de maîtrise de soi. Pourtant, Marie de Modène est aussi connue pour être un soutien actif de la tentative de reconquête de l'Angleterre par son fils. Et son appartement à Saint-Germain-en-Laye est connu comme étant le centre d'information concernant les campagnes militaires et les différents complots jacobites au début du XVIIIe siècle. Et pourtant, Saint-Simon ne relève pas cette question. Le silence relatif du mémorialiste sur cette dimension invite alors à formuler l'hypothèse suivante. Si cette activité n'est pas ici problématisée, c'est sans doute, encore une fois, que l'intervention politique féminine en soi n'est pas l'objet de la disqualification, c'est les modalités de son inscription dans les circuits de cours qui le sont, et la légitimité selon la position hiérarchique de l'actrice qui compte. Et le cas d'Anne Ier Stuart confirme encore ce point. Saint-Simon lui reconnaît une véritable capacité d'action politique, notamment dans les enjeux de successoraux, sans que cette agentivité soit en elle-même problématisée. Donc cette variation de régime de qualification montre bien que ces jugements ne s'organisent pas selon une opposition de principe entre hommes et femmes, mais selon une typologie morale et politique des usages de pouvoir. C'est donc une catégorie relationnelle produite dans et par le discours saint-simonien qui participe à la régulation symbolique des pratiques de pouvoir au sein de la cour. Donc pour conclure, donc, il me semble que l'intérêt principal d'une telle lecture, c'est de déplacer finalement légèrement la problématique qu'on a eue pendant longtemps. Il ne s'agit pas de se demander si Saint-Simon est misogyne ou féministe, question qui d'ailleurs reconduit souvent à des catégories beaucoup trop massives pour être pleinement opératoires, sans compter qu'en plus elle serait anachronique. Mais il s'agit plutôt d'observer comment son écriture qualifie, hiérarchise et moralise des formes d'intervention féminine, tout en les reconnaissant comme étant pleinement constitutives du fonctionnement des maisons aristocratiques. Ce que Saint-Simon régule par ses jugements, ce n'est donc pas l'existence d'un pouvoir féminin, mais les formes légitimes ou illégitimes de son exercice. Et à ce niveau-là, Marie de Modène, Anne Stuart et la duchesse de Bourgogne sont d'excellents exemples, car avec ces trois cas, on observe des formes d'intervention dans les affaires politiques qui pourraient, dans d'autres contextes, être qualifiées d'intrigues.
qu'il s'agisse pour Marine Modène de la reconquête d'un trône, d'influer sur une succession avec Anne Stuart ou de participer à des négociations matrimoniales de premier plan pour la duchesse de Bourgogne. Et ces pratiques, dans le discours du duc, ne font pas l'objet du même traitement discursif. Et cette variation, elle n'est donc pas due à la nature des actions elles-mêmes, mais à leur régime de légitimité. Lorsqu'elles s'inscrivent dans une position reconnue, en particulier dans le cadre de la souveraineté ou de la proximité immédiate avec elle, ces interventions tendent à être requalifiées en termes de devoir, de fidélité ou de vertu politique. À l'inverse, des pratiques analogues situées dans des positions jugées moins légitimes ou plus ambiguës aux yeux du mémorialiste peuvent être dès lors qualifiées d'intrigue. Donc la figure de l'intrigante ne désigne pas un type féminin stable, celui de la femme qui se mêlerait de politique, mais constitue une catégorie de classement au moyen de laquelle le mémorialiste ordonne moralement des pratiques de pouvoir féminin déjà reconnues comme effectives. C'est peut-être là, au fond, que réside l'un des intérêts historiques des mémoires, non pas une vérité sur les femmes royales à l'époque moderne, mais dans la mise en discours aristocratique des conditions de légitimité du pouvoir au féminin.